Donald Trump, officiellement investi par son parti pour la présidentielle américaine du 3 novembre, c'était lors du premier jour de la convention républicaine. Objectif, rattraper son retard dans les sondages face à Joe Biden. Après avoir fait 13 morts en Haïti et en République dominicaine, la tempête Laura traverse Cuba, mais seuls des dégâts matériels ont été signalés. Elle devrait ensuite se transformer en ouragan et se diriger vers la Louisiane, aux États-Unis. Et puis l'Allemagne qui conclut qu'Alexeï Navalny a bien été empoisonné. C'est ce que semblent montrer les examens effectués sur le principal opposant russe. Il est toujours dans le coma dans un hôpital de Berlin. Un nouveau journal sur France 24, soyez les bienvenus. C'est officiel, Donald Trump a été investi par les Républicains pour la présidentielle du 3 novembre. Ça s'est passé ce lundi à l'occasion de la première journée de la convention de son parti à Charlotte, en Caroline du Nord. Plusieurs intervenants doivent s'exprimer, notamment le fils du président américain, Donald Trump Jr., ou encore l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. Mais c'est évidemment l'actuel locataire de la Maison-Blanche qui a ouvert le bal. Il a prononcé un discours dans lequel il a largement vanté son bilan. Ethan Hadji et Axel Simon. C'était une simple formalité. Donald Trump officiellement investi par les Républicains comme candidat à sa réélection. Le point de départ de la convention républicaine, mais contrairement à son rival Joe Biden, qui ne s'est pas rendu sur le lieu de la convention démocrate, le président est lui sur place à Charlotte, entouré des délégués du parti. Pas de foule ni de grand show à la gloire de Trump cette fois en raison de la pandémie, mais un candidat en posture de combat. Notre pays peut prendre une très mauvaise direction ou choisir de prendre la meilleure direction possible. Avant que ce fléau ne vienne de Chine, on allait dans le bon sens. On avait la meilleure économie et le taux de chômage le plus bas de notre histoire. 4 jours pour convaincre, sans interaction avec les militants et sans avoir dessiné les contours de son programme. Voilà l'exercice auquel va se livrer Donald Trump. Le président est largement devancé dans les différents sondages nationaux et même donné perdant dans de nombreux États clés. À 70 jours du scrutin, Donald Trump entend défendre son bilan, rassembler au-delà de sa base, dans l'espoir de relancer sa campagne. Il pourra s'acharner sur Joe Biden exactement comme il l'entend, comme a pu le faire Joe Biden à propos de Donald Trump la semaine dernière. Mais il doit aussi proposer des choses positives qui plaident en faveur de sa réélection. Jeudi, c'est depuis la Maison-Blanche qu'il prononcera son discours d'investiture. Mais ce choix est loin de faire l'unanimité. Beaucoup, y compris dans son propre camp, lui reprochent de brouiller les lignes entre sa fonction et sa campagne. Toujours aux États-Unis, cette possible nouvelle bavure policière à Kenosha, dans l'État du Wisconsin. Un couvre-feu a été imposé et la garde nationale a été envoyée sur place car il y a, depuis la nuit dernière, des manifestations. Certaines ont d'ailleurs dégénéré en émeute. Dimanche, 2 agents ont tiré à 7 reprises sur un Afro-Américain, un homme qui n'était apparemment pas armé. Il se trouve actuellement à l'hôpital dans un état stable. Quant aux 2 policiers impliqués dans cette affaire, ils ont été suspendus. Et puis toujours ces incendies en Californie. Au total, depuis le 15 août, les flammes ont tué au moins 7 personnes et détruit plusieurs centaines de logements. Pourtant, des renforts ont régulièrement été envoyés sur place, des hommes et du matériel. Concernant la superficie touchée, près de 500 000 hectares ont déjà été brûlés. On reste dans la région car des vents de près de 100 km/h ont été enregistrés sur l'île de Cuba. En cause, la tempête tropicale Laura qui devrait bientôt devenir un ouragan. Seuls quelques dégâts matériels ont été signalés. En revanche, elle a fait au moins 13 morts en Haïti et en République dominicaine. Ethan Hadji. C'est l'une des zones frappées de plein fouet par la tempête Laura, la localité de Cité-Soleil, un immense bidonville près de la capitale haïtienne. Ici, aucune habitation n'a été épargnée par la montée des eaux, des familles entières dans le dénuement, contraintes d'évacuer sans solution de relogement. Les pluies diluviennes et les rafales de vent à plus de 140 km/h
ont été meurtrières en Haïti. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Dans sa trajectoire, la tempête Laura a aussi balayé la République dominicaine où elle a fait plusieurs victimes. À Cuba, plus de 160 000 personnes évacuées. Laura devrait évoluer en ouragan avant de s'abattre mercredi sur le sud des États-Unis. Fait extrêmement rare dans le golfe du Mexique, une autre tempête baptisée Marco vient de frapper les côtes américaines. En Louisiane, les autorités se préparent au pire. The National Guard has more than 2,000 National Guardsmen ready to provide support. They have staged 94 high-water vehicles across South Louisiana, also 55 boats, I think, and even a dozen aircraft. Les habitants aussi redoutent ces phénomènes météorologiques. En Nouvelle-Orléans, ravagée par l'ouragan Katrina en 2005, beaucoup ont fait des provisions et envisagent de se barricader. L'Union européenne appelle Moscou à une enquête transparente et indépendante car ce lundi, après une série d'examens, l'Allemagne a confirmé la thèse de l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny. Il se trouve toujours dans le coma dans un hôpital à Berlin où il a été rapatrié ce week-end. On voit les détails avec Axel Simon. De sources médicales allemandes, la piste d'un empoisonnement d'Alexeï Navalny est confirmée. D'après les équipes de l'hôpital de la Charité à Berlin, où l'opposant russe toujours dans le coma est traité, Alexeï Navalny présente des traces d'empoisonnement. Dans un communiqué, l'hôpital ajoute que l'issue de la maladie reste incertaine et que des séquelles à long terme, en particulier dans le système nerveux, ne peuvent être exclues à ce stade. Peu de temps auparavant, le porte-parole de la chancelière indiquait déjà qu'Alexeï Navalny avait probablement été empoisonné lors de son déplacement en Sibérie la semaine dernière. On ne soupçonne pas Navalny de s'être empoisonné lui-même, mais que quelqu'un l'ait empoisonné. Il existe quelques exemples d'empoisonnement dans l'histoire récente de la Russie, de sorte que le gouvernement prend ce soupçon très au sérieux. Les médecins russes, de leur côté, persistent et signent. Ils assurent avoir sauvé la vie d'Alexeï Navalny, demandent toute pression de la part des autorités russes quant au traitement de leurs patients et maintiennent leur diagnostic. Notre diagnostic reste le même, jusqu'au rapport final des deux laboratoires, à Tomsk et à Moscou, qui a conclu qu'aucun produit chimique toxique pouvant être assimilé à un poison ou à des sous-produits de poison n'a été trouvé. Alexeï Navalny a fait un malaise jeudi dernier dans un avion qui atterrit en urgence en Sibérie. Il a été transféré 2 jours plus tard en Allemagne pour être traité dans l'un des hôpitaux les plus réputés au monde pour les traitements des cas d'empoisonnement. Ses partisans affirment qu'il a été empoisonné. Il a été placé lundi sous protection policière. En Biélorussie, les manifestations continuent contre la réélection du président Alexandre Loukachenko et la répression se poursuit aussi également. Ce lundi, les autorités ont procédé à une série d'arrestations des opposants et des dirigeants grévistes. Jean Barrère. De jour comme de nuit, ces opposants au président biélorusse Loukachenko se mobilisent plus de 2 semaines après sa réélection contestée. Mais la répression s'est durcie après des manifestations monstres dimanche. Lundi, plusieurs manifestants ont été arrêtés, ainsi que des organisateurs de grève. Parmi eux, 2 des membres fondateurs du Conseil de coordination, un organe de l'opposition créé pour faciliter la transition démocratique. Le président biélorusse avait jugé ce conseil comme une tentative de prendre le pouvoir. Рядом с нами постоянно происходит такого рода давление и напор на нас, да, но меня это никоим образом не заставляет бояться или прекращать делать то, что я сейчас делаю. Alexandre Loukachenko se montre de plus en plus menaçant à l'égard des manifestants, qu'il a qualifiés de rats. Dans un clip diffusé par la présidence dimanche, on le voit saluer les forces de l'ordre, armes à la main. Il a d'ailleurs renforcé le rôle de l'armée dans la répression des manifestations. Une répression que les États-Unis condamnent. En visite en Lituanie, le numéro 2 du département d'État américain a appelé à la libération des prisonniers politiques. We condemn the violation of human rights and the brutality that we've seen play out in Belarus since the elections, and we call upon the government of Belarus to release all political prisoners that they are currently holding. Stephen Biegun a également rencontré Svetlana Tsikhanouskaya, la chef de file de l'opposition. Washington dit néanmoins ne pas vouloir décider du cours des événements. La Russie, alliée de longue date du président biélorusse,
se refuse quant à elle à toute rencontre avec l'opposition. La candidate à la présidentielle et figure du mouvement de contestation doit s'exprimer devant une commission du Parlement européen. L'Union européenne a promis des sanctions à l'égard des dirigeants biélorusses à l'origine de la répression. Et puis, près d'une semaine après le coup d'État au Mali, la délégation de la CEDEAO a quitté Bamako, mais sans accord avec la junte sur les conditions d'un retour des civils au pouvoir. Ces derniers proposent une période de transition de 3 ans dirigée par un militaire. Les chefs d'État ouest-africains doivent se concerter ce mercredi pour décider de renforcer ou d'alléger les sanctions prises contre le Mali. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain, c'est dans 20 minutes.